Mais alors avançons si tu veux bien. Quelle est donc la deuxième stat du jour à nous proposer pour ces Phoenix Suns 2024? Alors, ma deuxième stat, c'est une stat qui est une soustraction. Donc, c'est à peu près 6, grosso modo, mais c'est le nombre de shoots par match pris par Bradley Beal et la différence notamment entre sa dernière année à Washington, où on était entre, grosso modo, 19 et 20 shoots, peut-être Ouais. même plus de 20, et cette saison où on est entre 12 et 13. Et donc on voit le rôle de cette pépite offensive, hein. Clairement on ne peut pas dire autrement de Bradley Beal, quand même on puisse le critiquer à bien des égards, sur son comportement à Washington notamment, etc., etc. Ça reste quand même un joueur offensif historiquement très très impressionnant et très agréable à voir jouer en plus. Et là on a une production qui chute en volume brut, c'est-à-dire vraiment sur la prise de shoot, on est sur un mec qui divise quasiment de 30 ou 40% son volume de shoot pris, quelles que soient les zones. Moi, je trouve que c'est une stat qui parle beaucoup de Bradley Beal dans sa saison sur les Suns, aux Suns quand il arrive. Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est un mec qui a accepté, malgré son contrat, malgré son statut d'intransférable, malgré son statut de superstar à Washington, il a accepté dès le départ d'avoir un rôle, disons, de soupape ou disons, de soutien vis-à-vis de Kevin Durant et de Devin Booker. Il n'a pas du tout essayé de jouer des épaules et des coudes pour se frayer la place en haut du sommet des représentants du leadership de la franchise. Et il a plutôt mué vers un rôle, disons, d'adaptation, d'adaptateur offensif et défensif, puisqu'il a embrassé bien des rôles dans cette équipe. Et je trouve que le fait qu'il shoote moins et qu'il accepte autant de shoots en moins, parce qu'on ne parle pas de 2 ou 3 shoots de moins par match, hein, on parle vraiment de 40% ou 30% de shoots en moins, ce qui est beaucoup pour une superstar. Moi, j'ai trouvé ça très honorable. Et j'ai beaucoup aimé, alors clairement le Bradley Beal des playoffs, n'en parlons même pas, c'est une catastrophe, mais j'ai beaucoup aimé son comportement cette saison. Il a accepté, il devait être le meneur titulaire. Finalement, il y a eu une sorte de premier putsch de Devin Booker et de Kevin Durant pour que Devin Booker soit le meneur de l'équipe. Et puis en sortie de All-Star Game, petit à petit, Frank Vogel a décidé de dire que non, ce serait effectivement Bradley Beal le meneur de cette équipe. Et on a vu un Bradley Beal plus important dans la remontée de balles, etc., quand bien même ces chiffres au ratio pass-turnover soient pas top sur la saison. Mais on a aussi vu un Bradley Beal s'effacer complètement pour aller prendre des corners, des 3 points dans le corner avec des très très gros pourcentages sur le troisième tiers de la saison. On est à plus de 50% dans les corners. Donc moi j'ai adoré la saison de ce joueur. Je sais que ça fait pas l'unanimité ce genre de commentaires. Il y a beaucoup de gens qui sont frustrés par sa saison. Moi pour une première saison dans un contexte aussi difficile, j'ai vraiment trouvé ça intéressant et qu'un type de cette stature arrive à prendre quasiment 6 ou 7 shoots de moins par match. Je trouve ça vraiment bienvenu. J'espère qu'il en prendra un petit peu plus. J'aimerais bien qu'il soit entre 15 et 17 l'an prochain. C'était d'ailleurs aussi un souhait de Devin Booker et Kevin Durant. Cette saison, mais voilà, je trouve que c'est représentatif du comportement et du mindset dans lequel Bradley Beal a évolué cette saison au Suns. Ouais, donc finalement, cette perte de volume, tu le présentes sous un jour très positif, hein, finalement. Ouais. C'est pas, ouais, il est quand même payé très cher, il nous apporte moins, c'est genre, non, tu t'inscris mieux là-dedans, quoi. Donc effectivement, Ouais. même, tu vois, par 100 possessions, il passe de quasiment 26 ou 25,5 à 20 tirs par 100 possessions passées sur le terrain. Donc ça, effectivement, il y a bien ce truc de par 100 possessions où il est sur le terrain, un peu comme avant, donc on met tout sur le même plan, il tire beaucoup moins, quoi. Donc il y a ça, et puis moi j'avais noté un autre truc là-dessus sur Bradley Beal. Moi c'était le 56%, c'est son pourcentage de paniers assistés. Donc pas le volume de tir pris, mais à quel point est-ce qu'il était assisté sur ses tirs ou pas. Et là aussi, on voit un peu une évolution et un côté un peu plus... je fais partie du collectif et je me fonds un peu là-dedans. C'est-à-dire que en 2022-2023, les 2 autres saisons avant ça, il était, pour vous dire, à 41 et 46% de ses paniers qui étaient assistés, donc des paniers, 41% de paniers qui survenaient après une passe décisive, donc créée par autrui, grosso modo, c'est un peu ça l'idée. Donc là, le total est monté à 56, donc on voit que la part de créée par autrui est beaucoup plus grande, et donc la part de auto-générée est plus petite, évidemment. Et c'est vrai que c'est notamment sur 3 points, il est beaucoup plus assisté qu'avant aussi, ce qui fait d'ailleurs qu'on a une bonne saison à 3 points en termes d'efficacité, alors que, tu vois, paradoxalement, je pense que beaucoup de monde le voit comme un shooter en sortie d'écran, un shooter de pull-up, alors que c'est plutôt un driver pour le coup, et qu'il a jamais vraiment été génial à 3 points, à part 2-3 saisons par-ci par-là, mais là il fait 43%. Et je pense que ça doit peut-être aussi lier au fait que son régime de tir, notamment à 3 points, est devenu un peu plus facile. Mais moi, ce que j'aime beaucoup avec lui,
au-delà du salaire, mais je pense que la conversation va toujours tourner beaucoup autour du salaire avec lui, malheureusement, avec ce salaire immense et en plus la no-trade clause qui fait que c'est compliqué, comme tu l'as expliqué. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est le profil différent. C'est-à-dire que là où on a un Booker qui est très, justement, très compétent sur les pull-ups, etc., Bill, il peut le faire, évidemment. Ils peuvent tous faire, tout faire, on est d'accord. Hein, c'est des superstars, mais il est quand même plus orienté, tranchant, drive. Et ce qu'on a vu d'ailleurs sur le dernier tiers de la saison, j'ai envie de dire, comme tu disais, où j'ai le souvenir de matchs contre Milwaukee, contre des défenses comme ça, assez compétentes. Et on voyait qu'il y a le premier pas encore, il y a l'explosivité, il y a le tranchant sur drive, en fait, que n'a pas encore totalement, que n'a pas Devin Booker, hein, finalement. Donc, c'est vrai que dans l'idée, il y a un peu ce côté, plein de profils un peu différents les uns des autres, assez, qui pourraient être un peu complémentaires. Le problème, c'est ce qu'il y a autour. Et donc, logiquement, on en revient. Pourquoi est-ce que ce qu'il y a autour, c'est aussi faible? Parce que Bradley Beal, malheureusement, mobilise quand même beaucoup d'argent, quoi. Oui, c'est ça, Bradley. Mais moi, si tu veux, l'argent, c'est une question secondaire à partir du moment où, déjà, un, c'est pas moi qui paye, et deux, c'est comment dire, le mec a ce contrat aujourd'hui, il donne tout sous l'équipe, enfin, tu vois, enfin, vraiment, il donne tout. Cette saison, il a tout donné. Non, mais alors, juste pour t'interrompre, parce que ce que je voulais dire, c'est par rapport à la construction d'équipe, par rapport au fait que, Ah, pardon. moi, c'est pas le fait qu'il gagne de l'argent, moi, c'est tant mieux pour lui. Ouais. Non, je voulais dire, en termes de construction d'équipe, ça occupe de la place. C'est dans ce sens-là que je voulais dire. C'est que Oui, du coup, tout à fait. Oui, comme oui, tu as fait ce pari all-in d'aller chercher un autre gros salaire, tu peux pas redistribuer les 50 millions que lui prend en 3 super role-players qui t'aideraient beaucoup d'être top 3&D, quoi. Oui, tout à fait. Oui. Tu peux pas aller chercher 3 mecs à 20 millions. Et en plus, on l'a vu cet été, les mecs à 20 millions, il y en a qui signent à 20 millions qui sont super intéressants. Donc oui, bien sûr, moi, c'est clairement ce que j'aurais préféré. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je regrette toujours, bientôt 2 ans après, le trade de Kevin Durant. C'est que tu as des mecs comme Michael Bridges et Cameron Johnson qui sont des joueurs entre, disons, 15 et 35 millions. Peut-être que Michael Bridges est un petit peu supérieur à ça maintenant. Je ne sais pas s'il a signé à Onyx encore sa prolongation ou quoi, mais on est clairement sur des joueurs, tu vois, qui font le fond de jeu d'un 5 majeur dans lequel tu peux avoir 2 superstars. Mais bon, pour revenir sur la saison de Bradley Beal, moi ce que j'ai aimé, si tu veux, c'est qu'il a fait toute cette saison ce que Devin Booker est en train de faire avec Team USA sur les Jeux Olympiques. C'est-à-dire vraiment être un joueur au service du collectif, qui prend les écrans, qui navigue, qui prend ses shoots, qui les rentre à des hauts pourcentages. Encore une fois, hein, plus de 50% dans les tirs à 3 points dans le corner pour Bradley Beal sur les derniers, disons, 2 mois et demi de saison régulière. C'est d'une valeur fondamentale pour les Suns parce que on va en reparler après, mais sur la diversité des shoots, on prend trop peu de tirs à 3 points, donc autant les rentrer. Et avoir un Bradley Beal qui les rentre à 50%, c'est vraiment très précieux, quoi. Donc moi, j'espère qu'il va continuer sur cette lancée la saison prochaine, avec peut-être un tout petit peu plus de responsabilité. Tu l'as dit, on a recruté Tyus Jones, donc on devrait avoir un Bradley Beal qui soit redevient un ailier, mais quand même de petite taille dans le basket moderne, je trouve, soit devenir le numéro 2 et Booker va basculer en 3 en fonction des match-ups. Mais voilà, mais tu vois, pour ajouter à cette histoire de tir pris, sur la fréquence de tir pris par zone, sur les 3 points, on est à 30%. Sur les attaques de cercle, on est à 30%. Donc 3 points, 30%, c'est dans ces saisons moyennes, hein, parce qu'il a pris en 2017 une saison à 40% de 3 points pris. Donc attaque de cercle, on est à 30% cette saison. Ça aussi, c'est moyenne plutôt haute pour Bradley Beal. Et après, sur le mid-range, là, ça baisse un peu comparé aux 3 dernières saisons, puisqu'il passe de 46% la saison dernière et 45% la saison d'avant à 40% cette saison. Évidemment, puisque les zones sont toutes prises par Kevin Durant ou Devin Booker. Mais c'est intéressant parce que pour moi, c'est vraiment une variété de shoot qui est vachement agréable, même si j'aimerais encore plus le voir attaquer le cercle, parce qu'il est phénoménal, je trouve, quand il attaque le cercle. Mais en fait, il a transformé quelques-uns de ses longs 2 en 3 points, quoi, aussi. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. Oui, mais c'est un peu ce côté un peu moins star, mais en même temps, quand t'as déjà Booker et Durant, tout le monde va un peu laisser un peu de côté, quoi. Forcément, ça paraît, c'est mécanique, quoi. Ouais, c'est ça. Et défensivement, alors, je sais qu'il a une réputation de défenseur. Justement, on avait fait un top 100 sur les années 2010, on s'était replongé dans les fils. Il a jamais vraiment été très bon défenseur, pour le coup. Encore moins à Washington, quand il a explosé offensivement avec un énorme volume, et qu'ensuite Washington était mauvais, donc ça peut se comprendre. Comment tu juges, toi, sa saison défensive actuellement, enfin en 2024 ? C'est compliqué parce que si tu veux, on est dans un basket moderne, tu me dis si je dis n'importe quoi, mais où j'ai l'impression que les attaques ciblent beaucoup plus vite les joueurs en fonction des match-ups. Les match-ups sont de plus en plus intelligentes.
Et systématiquement, ça a été un de ceux, avec Grayson Allen, qui se sont le plus fait cibler par les attaques adverses. D'abord parce que Bradley Beal, retour de blessure, donc tu fais plus cibler sur les 1 ou 2 matchs que tu joues juste après ton retour de blessure. Ensuite, parce que il est quand même moins rapide sur son premier pas vers l'avant que sur son premier pas vers l'arrière. Ouais. Et ensuite, tu vois, c'est le cas de beaucoup de gens. Et ensuite, parce que petite taille, alors que les arrières NBA aujourd'hui ont tendance quand même à grandir un petit peu plus. Donc voilà. Et puis aussi, le fait que son travail offensif, quand bien même il y ait moins de courses, n'est pas moins et moins de shoot, n'est pas moins épuisant qu'à l'époque, parce qu'on est quand même sur un des trois soleils, tu vois, qui prend le plus de gravité dans le jeu des défenses adverses. 1, 2, 3 soleils. Tu veux jouer maintenant Ouais, il est pas mal ce jeu. Il est pas mal ce jeu de mots. Je n'ai pas fait exprès, mais il est à la hauteur du Basket Lab. Bravo. Donc c'est un des trois qui disons, crée le plus de gravité sur le terrain quand il est là. Du coup, il doit se déplacer. Il peut pas rester... ou alors, il faut qu'il soit dans un corner pour attirer le défenseur, type Derrick White, tu vois, ou ce genre de défenseur, qu'il soit pas dans les pattes des autres. Mais bon, bref, tout ça pour revenir sur sa défense. Moi, j'ai trouvé que c'était un mec qui faisait des efforts, d'abord, défensifs. Et pour une superstar, c'est pas toujours évident. Il y a beaucoup de joueurs avec un historique offensif qui ne font pas les efforts défensifs que Bradley Beal a fait cette saison. J'ai trouvé qu'il en faisait plus, notamment, par exemple, que Devin Booker. Qui est en train d'en faire avec Team USA en ce moment. C'est pour ça que je compare volontiers la saison de Bradley Beal à celle au parcours de Devin Booker avec Team USA. Mais bon, effectivement, sur le rendement et la production, tu vois, c'est pas top, quoi. Après, bon, 65e centile sur les blocs, 40e centile seulement sur les interceptions, c'est un peu dommage, tu vois, c'est quand même un mec qui bouge vite. Voilà, ça provoque pas trop de fautes. Et après, c'est pas mauvais sur les rebonds, quoi. Sur les rebonds, tu vois, c'est pas trop mauvais. On est 98e centile au rebond défensif. Mais bon, tu vois, c'est sur les lancers francs adverses. Sinon, on retombe au 77e. De manière générale, sur les rebonds défensifs. Bon, disons que c'est un joueur qui va permettre les transitions en revenant près du cercle une fois le tir adverse exercé. Donc ça participe un petit peu au box-out et ça participe un peu au rebond. C'est cool, mais c'est pas effectivement un joueur qui va créer de la transition avec des interceptions ou avec des blocs. Et là-dessus, c'est un peu dommage parce que ça reste un guard et c'est pas un ailier fort ou un ailier tout court, quoi. Et puis on est d'accord que, comme tu disais, a priori, il va pas se faire bouger prochainement. De toute façon, il y a la clause, mais en plus, c'est encore le projet de continuer au moins 1 an comme ça avec le trio, on est d'accord? Écoute, je sais pas, parce que, comme je te disais, on a un propriétaire qui est très impulsif, et on a James Jones, notre general manager, qui semble quand même soumis aux décisions de ce propriétaire. Il est tout à fait possible que Matisse Bia ait dans la tête de bouger Bradley Beal. Après, qu'il y arrive ou qu'il n'y arrive pas, finalement, ça dépend de quelle équipe contender aujourd'hui voudrait faire un move pour Bradley Beal. Je pense à Miami. Je pense que tu peux aller leur gratter. J'ai parlé de contender. Non, mais parce que pour moi, Miami, c'est un peu comme les Kings ou les Suns, tu vois. Je ne suis pas certain qu'on soit vraiment sur un contender. Après, oui, peut-être Miami peut se bouger et Bradley Beal peut accepter d'aller jouer avec Bam Adebayo, Jimmy Butler et sous Eric Spoelstra, parce que quand bien même Miami la saison dernière c'est moins flamboyant que sur les 2 ou 3 saisons d'avant, ça reste une équipe qui a une base très solide et surtout un coach absolument incroyable. Donc nous, si on récupère quoi? Qu'est-ce que tu nous donnes contre Bradley Beal? Tu nous donnes Terry Rozier? Ouais, c'est bien ça. Tyler Hero? Duncan Robinson, les 3 là. Il y a peut-être du Jovic, je sais pas moi, Jamal Cain, quoi que je sais. Donne-moi quelqu'un dans la raquette. Il y a pas un petit Olynyk à Miami? Tu pourrais peut-être avoir comment il s'appelle, Thomas Bryant, mais bon, c'est pas vraiment un joueur NBA, quoi. Non, je pense que Miami, ça peut pas se faire parce que comme on a recruté beaucoup de guards cet été, on s'éloigne un peu du sujet de ce pod, mais bon, passons sur la parenthèse. Comment on a recruté quand même Monte Morris plus Tyus Jones, si on fait venir Duncan Robinson, Tyler Hero et Terry Rozier, ça fait quand même beaucoup de petits à faire jouer autour de Devin Booker, quoi. Mais bon, Miami, on vous écoute, hein, si vous avez une offre pour Bradley Beal, on écoute. Envoyez bam. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.